Salut la machine, toujours au top. 9e vidéo de cette série sur la Terre pour le collège. Nous allons attaquer maintenant les séismes et dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est et quels dégâts ils provoquent. Vous êtes prêts? C'est parti! Les séismes, on nous en parle régulièrement dans les journaux télévisés. On nous montre des images de destruction totale dans certains pays, comme le Japon, les Philippines, en Amérique du Sud, au Pérou, au Chili, rarement en France métropolitaine. Nous allons voir dans une prochaine vidéo, quand on parlera de la structure de la Terre, pourquoi à certains endroits du globe il y a plus de séismes que d'autres. Pour l'instant, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un séisme, comment on le définit et comment on peut localiser sur la planète Terre l'endroit où le séisme a été le plus fortement ressenti. Donc un séisme, qu'est-ce que c'est? C'est une série de secousses plus ou moins violentes du sol. Ça vient du grec séismos qui veut dire secousse. Ça va provoquer de gros dégâts, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Parfois, les séismes sont suivis de secousses secondaires, un peu moins fortes, qui arrivent quelques heures après le séisme principal et qu'on appelle des répliques. Ces répliques sont tout aussi destructrices, voire même plus destructrices que les premières secousses, parce qu'elles arrivent sur des bâtiments déjà fragilisés. Imaginez une réplique sur ce bâtiment. Là, vous pouvez être sûr que cette fois, il va s'effondrer. Pour définir l'importance des dégâts, on va utiliser une échelle qui s'appelle l'échelle de MSK, du nom des 3 scientifiques qui l'ont établie, Medvedev, Spanner et Carnot. Et cette échelle est basée sur les dégâts observés. On va distinguer 12 degrés et plus on avance dans l'importance des dégâts, plus le degré sera élevé. Alors le degré de quoi? Le degré d'intensité du séisme. Qu'est-ce que c'est l'intensité du séisme? C'est la manière dont on ressent le séisme. C'est la manière dont l'environnement perçoit ce séisme, s'il l'a perçu fortement ou faiblement. Par exemple, dans cette zone, vu la quantité des dégâts où tout est détruit, on va dire que l'intensité du séisme a atteint au moins le niveau 9. Les maisons s'écroulent, les canalisations souterraines sont cassées. Si on a quelques fissures seulement dans le mur, que la vaisselle a à peine tremblé, on peut dire qu'on est à l'intensité 7. Si la maison a tremblé comme s'il y avait un petit camion ou un gros camion qui passe, nous sommes en intensité 3-4. Donc l'intensité, c'est vraiment la manière dont on ressent le séisme, la manière dont l'environnement perçoit le séisme. Et à plusieurs endroits d'un pays qui subit un séisme, on ne va pas ressentir le séisme de la même façon. Pourtant, le séisme correspond à un dégagement d'énergie, puisque si on a fait trembler les choses, c'est qu'il y a bien de l'énergie qui s'est propagée. Et cette quantité d'énergie, on peut la mesurer. C'est ce qu'on appelle la magnitude, c'est-à-dire la mesure de la quantité d'énergie libérée par le séisme. Tous les séismes n'ont pas la même magnitude. Sur ce document, on peut voir le nombre de séismes qui ont lieu par an dans le monde en fonction de la magnitude enregistrée, c'est-à-dire en fonction de la quantité d'énergie libérée. Donc par exemple, il y a au moins 1 million de séismes de magnitude 2, c'est-à-dire qui libèrent environ la même quantité d'énergie que 56 kg d'explosifs. Vous allez me dire 56 kg d'explosifs, c'est énorme. Oui, mais pas si énorme que ça, parce que ces séismes-là, on les sent à peine. Par contre, on s'aperçoit qu'il existe des séismes très puissants, comme par exemple au Chili, en 1960, nous avons atteint une magnitude 10, c'est énorme, alors presque 10, hein, on était à 9,8, c'est l'équivalent, regardez, de 56 000 milliards de kilos d'explosifs. Bon, vous avez du mal à comprendre la différence entre magnitude et intensité? On reprend, la magnitude, c'est la mesure de la quantité d'énergie libérée par le séisme. L'intensité, c'est la manière dont on ressent le séisme. Je vais vous faire un petit schéma, vous allez tout de suite comprendre. Prenez une lampe, allumez-la. Cette lampe possède une ampoule de 100 watts. Les watts, c'est la quantité d'énergie dégagée par l'ampoule. Et positionnez votre main à différentes distances de l'ampoule. On est bien d'accord que si je mets ma main juste devant l'ampoule, je vais avoir chaud, ça va me brûler. Alors que si je recule ma main, je vais avoir de moins en moins chaud. Et bien dans un séisme, c'est la même chose. La puissance de la lampe, c'est la puissance du séisme, c'est la magnitude. La façon dont je ressens la quantité d'énergie délivrée par l'ampoule, c'est l'intensité du séisme. L'intensité sera forte si je suis juste à côté du lieu du séisme.
Donc si je reçois toute l'énergie en pleine poire, et l'intensité sera plus faible si je m'éloigne de la source d'énergie, puisqu'entre-temps, mon énergie se sera affaiblie. Ainsi, je prends deux petits bonhommes, je les mets quelque part sur un terrain, et j'ai un séisme qui se provoque en profondeur. Boum! Ça tremble. Bon, qui c'est qui va le plus fortement ressentir le séisme? Petit bonhomme numéro 1 ou petit bonhomme numéro 2? Eh oui, petit bonhomme numéro 2, lui, il n'est pas content. Il est juste au-dessus de là où ça se casse, là où ça tremble, et lui, il prend tout en pleine poire. Donc, intensité ressentie fortement. Alors que lui, il est plus loin, les vibrations se sont propagées, se sont affaiblies, il va le ressentir faiblement, on parle d'une faible intensité. Alors, ce principe permet d'identifier sur le terrain la zone où le séisme a eu lieu. On va interroger toutes les personnes d'une région, voir comment elles ont ressenti le séisme, et on va pouvoir localiser ce qu'on appelle l'épicentre, c'est-à-dire le lieu à la surface de la Terre où l'intensité du séisme est la plus forte, et c'est-à-dire la zone qui se situe juste au-dessus de là où les vibrations sont parties. Donc pour trouver cet épicentre, il suffit d'interroger les personnes. En France métropolitaine, on n'a pas beaucoup de séismes importants parce que ce n'est pas un territoire propice au séisme. Celui du 13 août 1963 a marqué les esprits puisqu'il a eu lieu en Aquitaine et au nord de l'Espagne. Il y a eu donc cette nuit-là un mort, plus de 100 blessés, 62 communes ont été sinistrées. Il y a eu 2283 immeubles atteints, dont 340 irréparables. Donc les scientifiques à l'époque sont partis interviewer les gens dans les différents villages, ont repéré les dégâts et ont noté l'intensité ressentie par les habitants. Ils ont donc sur la carte noté les valeurs de cette intensité. Oh, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, on va faire une activité de grande section maternelle. On va relier les points qui sont pareils. Eh bien oui, on va relier les zones de même intensité. C'est ce qu'on appelle les isoséistes. Bref, vous devez savoir relier tous les points de même intensité pour trouver la zone qui a été la plus touchée, c'est-à-dire l'épicentre. Bon, là, j'ai fait les 4. On va faire les 5. Vous allez me dire pourquoi je continue pas là. Parce que là, c'est l'Espagne et j'ai pas de données. Les 6, les 7 et enfin les 8. Donc, vous voyez ici qu'on a des courbes concentriques et on va pouvoir remarquer qu'on est en 4, 5, 6, 7, 8 et au centre, nous avons la ville d'Arrête. Ce qui veut dire que le lieu du séisme, c'est carrément sous la ville d'Arrête. C'est là qu'il y a eu le plus de dégâts. Donc c'est là qu'il y a eu le tremblement de terre. Donc je vous rappelle que l'épicentre se trouve au centre des isoséistes et que c'est le lieu à la surface de la Terre qui a le plus ressenti le séisme. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de séisme sur Terre, mais est-ce qu'il existe des séismes en mer? Eh bien oui. Et quand un séisme a lieu dans les fonds sous-marins, ça provoque ce qu'on appelle un tsunami. Vous avez ici toutes les étapes de la naissance d'un tsunami. Donc au démarrage, on a une fissure qui se forme dans un sous-sol sous-marin. On va avoir un décalage du sol et comme la roche s'est fracturée, nous avons un dégagement d'énergie. Ce dégagement d'énergie va se propager, sauf qu'il circule dans de l'eau. Et l'eau est malléable, elle se déforme. Et avant que le tsunami ne frappe le rivage, l'eau va se retirer. Elle va reculer du rivage. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a besoin d'eau pour faire les vagues au large. Oui, le niveau de la mer va monter pour faire la vague sous l'impulsion de l'énergie qui se dégage. Donc forcément, il y a de l'eau qui revient en arrière. Donc les bords de plage se dégagent, on voit le fond sous-marin. Et les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne comprennent pas, ils trouvent ça génial, ils regardent. Sauf que problème, quelques minutes, quelques heures après, arrive une vague géante qui là va déferler sur le rivage et créer d'énormes dégâts. Parfois, un tsunami peut être dû à une éruption volcanique, ça peut arriver. Donc on résume. Un séisme, c'est une série de secousses plus ou moins violentes du sol qui vient du grec séismos, secousse. Un séisme peut être suivi de répliques, c'est-à-dire des secousses secondaires moins fortes arrivant quelques heures après les premières. Pour décrire un séisme, on va parler de l'intensité du séisme, c'est la manière dont on ressent le séisme. Elle est déterminée par l'échelle MSK de 20 à 12. Et pour définir la puissance du séisme, on parle de magnitude, échelle qui a été inventée par un Américain appelé Richter. La magnitude mesure la quantité d'énergie libérée par le séisme.